Alors, je tiens à vous préciser que là, j'ai écrit un article, je ne l'ai pas publié pour la simple et bonne raison que ça fait plus d'une semaine que je lis des trucs, note des trucs, et que j'ai commencé seulement à coucher des écrits, qu'il n'est pas totalement terminé. Je vous précise également que je bosse avec DYDX depuis un petit moment déjà, au travers de Coin Academy, et en perso depuis peu de temps, et qu'ils étaient très contents des dernières vidéos que je vous avais fait sur la chaîne Capet Crypto, où je vous ai présenté Unlimited, je vous ai présenté le Megavolt. Et du coup, ils m'ont dit, bah écoute Capet, c'est bien, on a plein de créateurs de contenu autour du trading. Toi, c'est pas forcément trading perp ton truc, mais tu as une valeur ajoutée sur la partie technique. Donc, est-ce que tu peux faire ce que tu as l'habitude de faire, parler de la tech, critiquer, remettre en question, proposer des choses au travers de formats articles, formats vidéo, etc. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et comme c'était difficile pour moi de vous parler de constamment des nouveautés sur DYDX, parce qu'au final, bah oui, ils lisent des nouveaux produits, le Megavolt, ça avance bien, je vous montre ça tout de suite. Hop, déjà, je mets un petit DYDX. Tu peux voir tout ça, hop, dans la partie Megavolt, on a un APR qui est encore à 18%. On était, il y a un petit moment, à plus de 30%, et ça baisse au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de TVL et de frais générés sur la plateforme. Donc on peut voir aussi que le PNL, il varie. Donc c'est important que si jamais vous vous dites, tiens, je vais déposer des USDC pour profiter de l'APR, si vous avez le malheur de rentrer à un moment où ça dump un petit peu, vous pouvez encaisser des légères pertes, d'accord ? L'APR, il est annualisé, c'est-à-dire que au fur et à mesure du temps, bon bah, oui, vous allez croquer de l'APR, mais il faut pas essayer de faire une rentrée-sortie pour gratter des miettes parce que potentiellement vous voulez prendre des pertes et j'ai pas envie que vous soyez mal à l'aise vis-à-vis de ça. On me demande aussi la différence entre DYDX et Hyperliquid, j'y viendrai après. N'hésite pas à me reposer la question à ce sujet-là, je vais essayer de vous faire une analyse comme j'ai l'habitude de vous le faire, tout en sachant, et gardez-le en tête, que je bosse avec DYDX. Donc, j'aurai pas une neutralité impartiale dans le sens où, forcément, je ne crois pas que DYDX est mort dans le film et qu'Hyperliquid a gagné. Oui, je crois que Hyperliquid a fait des choses absolument extraordinaires et que DYDX doit s'en inspirer. Mais je veux que vous ayez toutes les informations en main. Maintenant que tout ça c'est bon, c'est parti, on peut attaquer. Pourquoi DYDX a choisi le Cosmos SDK ? Pour une raison très simple. Historiquement, DYDX, avec sa V3, ça tournait sur un StarkEx de Starknet. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, à la base, DYDX, il s'est construit en surcouche d'Ethereum. Et je pense qu'on peut encore le voir ici. Je ne sais pas si c'est encore listé. Ça ne l'est plus. Bon, c'est pas grave. Un StarkEx, c'est quoi ? C'était la première pile technologique Web3 proposée par Starknet pour pouvoir permettre à n'importe qui de faire un espèce de roll-up assez centralisé, hein, on va pas se mentir, en surcouche d'Ethereum. Et c'est une techno qui marchait très très bien. Le problème, c'est que oui, tu as des performances sur un StarkEx, mais tu n'as pas la décentralisation. Donc déjà, d'un point de vue idéologique, il y a mieux, mais en plus de ça, d'un point de vue réglementation, c'est le bordel. Et DYDX avait une vraie menace vis-à-vis de la réglementation, parce que historiquement, DYDX n'était pas un protocole décentralisé totalement. Il y avait une entreprise derrière qui développait des choses, et du coup, le régulateur américain, notamment la SEC, pouvait attaquer DYDX en leur reprochant d'avoir un conflit d'intérêts ou d'avoir outrepassé la réglementation. Bref, plein de flou juridiques. Donc DYDX, ils se sont dit, bon, il va falloir qu'on décentralise. Donc ils ont voulu passer d'un roll-up à un layer 1. Et vous le savez aujourd'hui, ça fait plus d'un an qu'on a cette logique roll-up centrique. On n'a aucun roll-up avec un réseau de séquenceurs décentralisé, à l'exception des based roll-up comme Taiko, où justement, tu as des validateurs du Layer 1 Ethereum qui sont aussi des validateurs du Layer 2 Taiko. Mais c'est une toute petite proportion. Et en fait, on s'est rendu compte que pourquoi Arbitrum, Base, Optimism, etc., ou même Starknet, sont restés sur une infrastructure centralisée dans un premier temps, parce que ce n'est pas la même chose que de décentraliser un Layer 1 et décentraliser un Layer 2. Tu es obligé de développer une stack dédié à la décentralisation de ton Layer 2. Donc je suis certain que tout le monde bosse dessus, je sais que Starknet bosse dessus, Optimism bosse dessus, Uniswap bosse dessus notamment, Arbitrum je pense aussi, mais voilà, il y a un vrai souci de bande passante, parce que du coup les gens, ils en ont marre d'avoir du 14 transactions par seconde sur Ethereum, donc ils sont allés sur des Layer 2 qui en proposent un petit peu plus. Quand tu vas sur Grow the Pie, tu peux voir d'ailleurs, en fait il y a deux choses à faire. Tu as activité, où tu peux voir voilà, Base qui fait une centaine de transactions par seconde, Taiko qui en fait quelques dizaines, etc. Avec un pic pour Base à 155. Je ne vois plus le...
On peut pas trier par max. Ok, t'as plus le layer 3. Attends, excusez-moi, hein, je me perds, mais... Other. Ah, ils nous ont carrément dégagé Xai. Ah si, il est là, Xai. Pardon. Voilà. Xai, Gravity, qui en fait quelques dizaines. Et tout ça, en fait, c'est des infras qui sont assez centralisés. Hein. Donc bon, pas ouf. Donc DYDX, ils ont dit, bon, si je reste sur Starknet, mon problème, c'est que en restant sur Starknet, ça va pas aller assez vite dans le sens de la décentralisation. Donc si je veux proposer des nouvelles paires de jetons, proposer à ma communauté de lister des nouveaux jetons sur le DexPerp, proposer des nouveaux produits, etc., avoir une gouvernance décentralisée, il faut que je quitte Starknet parce que ça va pas assez vite pour moi et il faut que j'aille sur Cosmos. Alors on aurait pu dire, bah du coup DYDX, vous auriez peut-être pu aller sur l'OP Stack d'Optimism ou autre chose, mais maintenant c'est trop tard, ils ont choisi Cosmos. Cosmos qui a la particularité d'être une infrastructure modulaire et d'être interconnecté par le biais d'IBC à de nombreuses blockchains. Donc ça, je l'explique dans cet article notamment. Aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas, mais quand on veut passer d'une blockchain à une autre, on a plusieurs choix. On a IBC, le protocole Layer 0, Axelar, Hyperlane, Wormhole, Across, Layer 0 est lié, pardon. On a tout ça. Et en fait, IBC, c'est le protocole qui connecte le plus de chaînes aujourd'hui. Et c'est un protocole qui est probablement beaucoup plus complet que Layer 0 et compagnie. Donc, gros intérêt pour DYDX d'avoir une interconnexion avec de nombreuses blockchains par le biais d'IBC. Mais il n'y a pas que ça. Tu as aussi la possibilité de mettre d'autres composants. Et IBC va bientôt arriver. Abdel avait raison quand il disait que c'était une erreur d'aller sur Cosmos. Je suis pas tout à fait d'accord. J'y viens si tu veux après. J'y viens. IBC, pour le moment, dans sa forme V1, a été intégré à très peu de blockchains parce que c'est hyper compliqué à intégrer. Donc on a Solana, Ethereum, Polkadot, Near Protocol qui arrivera plus tard. On a aussi EOS qui est arrivé. Mais Cosmos a annoncé IBC V2, c'est-à-dire IBC Eureka. C'est une refonte d'IBC où il simplifie vachement IBC pour que n'importe quelle blockchain puisse très facilement l'intégrer. Du coup, IBC V2, ça va arriver dans les mois qui arrivent. Et en fait, vous allez vous retrouver avec tous les roll-up, tous les Layer 1, tous les Layer 0, tous les projets un peu d'envergure qui vont intégrer IBC parce qu'au lieu de mettre un an à intégrer, ça va mettre quelques semaines. Et donc, au fur et à mesure qu'IBC va évoluer, que la stack technique de Cosmos, qui à la base s'appelle le Cosmos SDK, mais qui aujourd'hui on va l'appeler l'Intern Blockchain Stack, je crois, eh bien, ça va permettre une interopérabilité totale entre les blockchains et potentiellement entre les projets DeFi et autres des différentes blockchains. Donc on va vraiment avoir une interopérabilité parfaite et c'est là où on en revient toujours à la même chose. Sur Cosmos, le Atom n'est pour le moment pas valorisé, mais la tech, c'est une des meilleures techs qui soit et c'est une des meilleures visions qui soit et je vais continuer de déplier et vous expliquer pourquoi c'est la meilleure vision qui soit, à mon sens. Donc on avance. Là, je vous dis qu'en gros, on a EOS, Wax, Telos, UX Network qui sont aussi connectés à IBC, que Ultra, pour revenir à Ultra, compte intégrer à IBC. Bon, c'était il y a un an. J'ai relancé Rod à ce sujet-là pour savoir comment ça a avancé, parce que je pense que ça serait bien d'être connecté à IBC. Ça permettrait tellement de choses entre Ultra et les autres écosystèmes. Et ensuite, j'ai découvert l'Interchain Stack. Alors, l'Interchain Stack, c'est quoi ? Bah, c'est comme l'OP Stack d'Optimism ou Starknet Stack ou ce que vous voulez, mais adapté à Cosmos. Ça implique des développements sur tous les composants de Cosmos. Donc le Cosmos SDK pour construire ta blockchain sur mesure avec les outils de Cosmos, le Comet BFT qui est le moteur de consensus de Cosmos, donc vraiment la partie consensus, lutte contre la censure, décentralisation, IBC qui est le protocole comme on l'a vu qui permet l'interopérabilité, Cosmosm qui est la machine virtuelle de Cosmos, mais qui, je pense, ça prendra pas. Donc, en fait, Cosmosm, on va le garder, parce que c'est bien de le garder, surtout pour ceux qui ont déjà développé dessus, mais on va passer sur d'autres machines virtuelles, Ethereum, Solana, Move, peut-être Fuge, je sais pas. Tout ça. Et donc, ça va permettre un peu, dans la même logique qu'Ethereum, d'avoir quelque chose d'ultra modulaire. Sauf que Ethereum, tu as le base layer 1, Ethereum, qui sert au consensus et à la data availability. Alors que sur Cosmos, tout le monde peut lancer sa blockchain. Tout le monde peut lancer sa blockchain et adapter. Vas-y, j'ai pas envie d'avoir cette machine virtuelle, je fais comme ça. J'ai envie que le consensus il change un petit peu. Tu peux tweaker Comet BFT. Bref, tu peux vraiment adapter à la mort. Ok ?
Et pour en revenir à DYDX, DYDX, pour le moment, c'est un DEXPERT, mais tu n'as pas d'application décentralisée en surcouche de DYDX. J'en ai parlé avec Charles Dossi, qui est directeur de la fondation DYDX. Je crois qu'il est toujours directeur de la fondation DYDX. J'ai la chance, il est français, c'est un bon collègue. Et il m'a dit, le problème, c'est que si DYDX commence à faire plein d'applications décentralisées, peut-être qu'on va manquer de bande passante. Et que pour le rappeler, parce qu'on me demandait une petite différence avec Hyperliquid, aujourd'hui, Hyperliquid, pour regarder un petit peu la tech et la décentralisation, Hyperliquid aujourd'hui, c'est 16 validateurs avec la quasi-totalité de la délégation de jetons qui se fait sur 5 validateurs. Donc dans les faits, ça tourne surtout sur 5 validateurs. Donc faire circuler une information à une vitesse entre 5 validateurs, c'est assez facile. Cependant, ils ont quand même pas fait n'importe quoi au niveau du consensus parce que Hyperliquid doc BFT, est-ce que je vais trouver HyperBFT, voilà. En gros, ils se sont basés sur les travaux de LibraDiem parce que c'est basé sur Hot Stuff, voilà. Et ils ont tweaké un petit peu le consensus de LibraDiem suit Aptos pour l'adapter à Hyperliquid. Donc c'est pour ça que tu as des performances, mais logique, plus tu augmentes le nombre de validateurs, et plus les performances elles baissent. Pour ce qui est de la machine virtuelle, pareil, c'est une machine virtuelle dédiée à Hyperliquid. Je pense que ça ressemble beaucoup à Suaptos, mais je ne veux pas dire de bêtises, je ne suis pas développeur. Mais ils ont annoncé aussi l'Hyper EVM. Donc moi, ma lecture de l'extérieur de Hyperliquid, c'est qu'ils ont un très bon sens des timings, parce que, en gros, ils y vont vraiment mollo sur la décentralisation. Ils en rajoutent un petit peu juste pour faire plaisir à tout le monde. Pendant ce temps-là, tous les roll-up EVM, à savoir Optimism, Base, etc., ils avancent sur le fait de scaler le VM à mort. Et une fois que ce sera bien scalé, Hyperliquid, ils arrivent comme des fleurs et ils disent hop, on ajoute le VM et hop, on perd pas trop en performance. Mais ça, Hyperliquid le fait. Moi, je souhaite et je pousse pour que DYDX le fasse. Autre chose, Hyperliquid va scinder sa blockchain non EVM et son autre blockchain Hyper EVM, c'est-à-dire que ce sera deux blockchains différentes. Donc je ne sais pas trop comment ça va se passer au niveau des validateurs de blocs, etc. Est-ce que tu auras des validateurs pour l'un et pour l'autre? Est-ce que les validateurs ils feront les deux? Je ne suis pas capable de vous répondre. Mais encore une fois, on est sur un nombre très léger de validateurs et surtout, on n'est pas dans le même contexte parce que comme je vous ai dit plus tôt, DYDX ils sont passés de Starknet à Cosmos. Aujourd'hui, ils sont contraints par la tech Cosmos, alors qu'Hyperliquid ils se sont lancés beaucoup plus tard. Et pour ce qui est de la décentralisation, DYDX, Kepler, aujourd'hui, ils sont sur un réseau de 60 validateurs avec une vraie gouvernance décentralisée. Parce que quand tu fais mint scan DYDX, déjà, tu as une gouvernance on-chain où tu peux voir toutes les propositions, tu peux voter, etc. Alors que chez Hyperliquid, pour le moment, il n'y a pas vraiment de gouvernance. C'est eux qui gèrent, tu trustes le process, tu trustes Hyperliquid, et la décentralisation et la gouvernance, ça arrive après. Donc, tu peux pas comparer les performances entre un réseau qui est décentralisé avec 60 validateurs et un réseau pseudo-centralisé avec 16 validateurs, dont la majeure partie de la validation se fait sans doute avec 5 validateurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comparable, voilà. Et c'est pas pour dénigrer Hyperliquid, c'est pour que vous ayez bien les deux. Et encore une fois, je vous dis, je bosse avec DYDX, mon associé Picsou, il est pro Hyperliquid, moi je suis Hyperliquid, je respecte, il n'y a pas de souci. C'est juste que je remets l'église au milieu du village. Et donc, DYDX, est-ce qu'ils sont morts dans le film DYDX? Je ne pense pas. Par contre, je pousse pour qu'ils s'activent sur valoriser le jeton DYDX avec des nouvelles initiatives et améliorer leur tech et potentiellement proposer plus de produits. Et c'est pour ça que l'Interchain Stack, elle m'intéresse. Donc déjà, je suis tombé sur ça et c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai vraiment gratté sur Internet parce que tous ces sites-là, ça saute pas aux yeux, hein, il faut bien gratter. Donc l'Interchain Dockside, déjà, c'est pas la doc officielle finale, mais c'est un début de doc et on peut voir dedans des partenaires, Binance. Pourquoi Binance? Tout simplement parce que la BNB Chain de Binance, c'est une blockchain qui est basée sur le Cosmos SDK, qu'ils ont retravaillé pour mettre de l'EVM par-dessus. Polygon, avant que ça devienne un roll-up sur Ethereum, ils avaient la POS Chain, pareil, c'est basé sur le Cosmos SDK, ils ont greffé l'EVM par-dessus. Chronos, la blockchain de Crypto.com, c'est pareil. C'est basé sur le Cosmos SDK, ils ont greffé l'EVM par-dessus. Ensuite, on a Celestia pour la data availability. Et on a DYDX. Donc, au niveau des composants, on revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Le Cosmos SDK pour créer sa blockchain sur mesure. Comet BFT pour la partie consensus. IBC pour pouvoir faire de l'interopérabilité. Et donc, je descends.
Donc déjà, Cosmos nous a fait un communiqué il y a un mois pour nous dire qu'est-ce qui va se passer cette année. Donc déjà, il y a eu une restructuration au niveau de comment est géré Cosmos, c'est-à-dire qu'historiquement, c'était une boîte qui s'appelait Informal Systems, qui s'occupait des développements sur Cosmos. Aujourd'hui, ils lâchent un peu du lest, ils passent ça à d'autres personnes, et ils avancent sur des développements qui profitent à Cosmos, mais pas que à Cosmos, notamment Malakit. Et Malakit, j'espère que vous êtes prêts les potes, parce que Malakit, c'est du lourd. C'est du lourd. Malakit, c'est quoi ? C'est ce qui va, à terme, je pense, remplacer du coup le Comet BFT, c'est-à-dire le moteur de consensus de tous ceux qui exploitent l'écosystème Cosmos, pour proposer un moteur de consensus plus adapté à la logique modulaire et surtout plus adapté à de meilleures performances. Donc, ça va arriver, je pense, en fin d'année, et on a quelques benchmarks. Donc, passons au benchmark. C'est parti. Donc, je vais d'ailleurs vous montrer la petite traduction en français. Donc, sur un réseau de 100 validateurs, on nous annonce une latence de l'ordre de 780 millisecondes avec une bande passante de 1,3 mégaoctets par seconde, soit 5100 transactions par seconde. Donc 5100 transactions par seconde, c'est énorme. Mais là, on parle que du consensus. S'ajoute à ça l'exécution. Donc il faut qu'en face, tu aies un moteur d'exécution qui peps. Ensuite, ils nous ont dit, si on réduit le nombre de validateurs, parce que là, on est sur 100 validateurs. Si on le réduit et qu'on passe sur un moteur de consensus en Proof of Authority, si on a 20 nœuds, eh bien là, la latence, elle baisse à 385 millisecondes. C'est super bas. Et on peut taper du 10 000 transactions par seconde. Le tout dans des blocs de 1 méga. Si on passe de blocs de 1 méga à des blocs de 10 mégas, eh bien la latence augmente un petit peu. Le temps de disséminer l'information entre les différents validateurs. Et on est toujours en dessous de la seconde, on est à 745 millisecondes en moyenne, avec 50 000 transactions par seconde. Si on fait des très gros blocs de 50 mégas, la latence elle augmente beaucoup, donc on passe à 4 secondes de latence, 4,4 secondes, et 44 000 transactions par seconde. Donc c'est un arbitrage. Si tu mets des plus petits blocs, tu peux transmettre les blocs rapidement. Si tu mets des gros blocs, tu peux avoir des avantages, avoir des gros blocs pour stocker certains types de données, comme des NFT totalement on-chain par exemple, des fichiers lourds, etc. à partir du moment où tu es prêt à payer cet espace de blocs. Donc c'est un arbitrage qui est intéressant. Ce que j'ai appris également, c'est que Malachite a été développé historiquement pour Starknet. Et ensuite, le projet a été open sourcé pour servir à d'autres. Donc, quand on va sur la roadmap de Starknet, on peut voir que justement... prévu pour cet été, mai-juin, on a une architecture de séquenceurs distribués. Cette architecture de séquenceurs distribués, je pense qu'elle va arriver avec Malachite, et je pense que Starknet va avoir une petite exclusivité sur Malachite dans un temps 1, parce que c'est eux qui financent une partie des développements. C'est-à-dire que Starknet paye des développements qui servent à tout l'écosystème, et après les gens vont pouvoir se servir, parce qu'on est quand même dans le game de l'open source. Mais il faut bien que Starknet y mange au milieu, vous voyez ce que je veux dire ? Donc au final, Malachite, ça sert à quoi ? Ça sert au Layer 1 de l'écosystème Cosmos existant, qui pourrait se mettre à jour, au Layer 1 qui se lanceront sur l'écosystème Cosmos, à Starknet, mais aussi à n'importe quel roll-up qui veut se lancer sur ce moteur de consensus. Et j'ai pas fini. De plus en plus... Alors, non, c'est pas une question de 20 nœuds seulement ou 100 nœuds seulement. En fait, tu mets le nombre de nœuds que tu veux, mais plus tu augmentes le nombre de... Plus tu augmentes le nombre de nœuds, plus tu rajoutes de latence, et plus tu rajoutes... tu perds en transactions par seconde. Donc si tu veux dire à tout le monde, je fais du 100 000 transactions par seconde, il faut trouver un compromis, en fait. Tu vois. Donc ils essaient de proposer le truc le plus performant possible. Donc ils se sont basés sur tous les travaux qu'ils ont fait pendant des années sur Cosmos pour proposer quelque chose de plus adapté à tout le monde. Layer 2, Rollup, etc. Ok ? On apprend, en grattant bien sur Internet, que Farcaster, qui est un réseau social décentralisé, est en train de bosser sur sa propre blockchain qui s'appelle la Snapchain. Et la Snapchain, elle sera basée sur Malachite. Leur objectif, au moins... Alors attendez, je change la musique. Leur objectif, au moins 9000 transactions par seconde. Donc on imagine, avec ce qu'on a lu, qu'on aura quelques dizaines de validateurs tout au plus. Farcaster, faut le savoir... ils ont levé un truc de cinglé. Ils ont levé 180 millions de dollars pour leur réseau social décentralisé avec du gros VC, A16Z, Multicoin, Coinbase, Balaji, Paradigm.
Et le Paradigm, il va nous intéresser là-dedans. Parce que Paradigm, c'est ceux qui ont développé Rust Ethereum, ce que je vous disais tout à l'heure, le fameux client d'exécution d'Ethereum. Donc, on va commencer à voir, je pense, une fusion des travaux du côté d'Ethereum et ceux de Cosmos pour que ça profite à Ethereum, à Cosmos et au reste. Et c'est pas que de la supposition, parce que j'ai trouvé des pistes par rapport à ça. En tombant sur le Twitter d'Adi Seredinci, qui est un des développeurs de l'écosystème, comment ils disent déjà, l'Interchain Stack, l'Interchain Foundation, il nous dit qu'il a commencé à bosser sur une fusion entre le moteur d'exécution d'Ethereum RETH et Malachite, où Malachite gérait le consensus et RETH gérait l'exécution. Donc un truc ultra modulaire. Et donc ça permettrait d'avoir de l'EVM ultra scalable, comme le propose déjà RETH avec des milliers de transactions par seconde sur de l'EVM, tout en profitant du moteur de consensus de Cosmos et de la technologie IBC. Et donc je m'attends à ce que Malachite devienne la base de nombreux roll-up pour leurs séquenceurs décentralisés. Donc en fait, du coup, les Base, Optimism, comme on l'a vu, Starknet, etc., pour pouvoir pousser leur roll-up, ils vont être obligés de bosser sur Malachite. Et en bossant sur Malachite, ils en font profiter l'écosystème Cosmos. Donc je pense qu'on aura des dizaines de validateurs sur de nombreux roll-up courant 2025. Et du coup, comment Cosmos en profite ? Eh bien, en ayant de l'IBC qui est intégré sur les roll-up et qui va être intégré sur Starknet, etc., on va pouvoir faire venir les jetons EVM sur toutes les blockchains Cosmos. Donc, les jetons ERC20, les NFT, etc. Et on va se retrouver avec de la DeFi sur Cosmos. Mon mic est trop fort, désolé. Donc voilà ce qui arrive. On a Cosmos qui bosse d'un côté sur la partie consensus, Paradigm qui bosse sur la partie exécution, des jetons Cosmos qui vont arriver sur Ethereum, des jetons Ethereum qui vont arriver sur Cosmos et une interconnexion avec d'autres blockchains, on l'a vu au travers d'IBC, sur Solana, sur Near Protocol, etc. Donc ça sent très 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 bon. Et du coup, là je fais mon petit lobbying parce que c'est vraiment tout frais, vous voyez les choses à arriver. Ça c'est un développeur de l'écosystème Starknet, le tweet il date de tout à l'heure, il nous dit que ça bosse ensemble, donc on a du Starkware, on a Informalink, donc du coup la boîte sur Cosmos, et il nous dit Decentralizing Starknet 60%, donc ça arrive. Et pour en revenir à DYDX, et la comparaison avec Hyperliquid, DYDX pourrait proposer toutes sortes de produits, DeFi, etc. Mais ils avaient peur de perdre en bande passante. Et bien si DYDX fait le choix comme Hyperliquid de lancer une blockchain à côté et peut-être d'avoir un réseau de validateurs pour sa blockchain d'Experp et un réseau de validateurs sur une blockchain EVM par exemple, il pourrait se remettre au niveau. En plus, par la suite, pour moi la logique veut que n'importe quelle blockchain de l'écosystème Cosmos intègre à terme Malachite, donc qu'on ait beaucoup plus de transactions par seconde, beaucoup plus de possibilités offertes par la modularité. Et pour ce qui est du token DYDX, même chose, on voit de plus en plus de stratégies de buyback chez la concurrence. On sait par exemple qu'Hyperliquid achète constamment du jeton Hype pour un fonds d'assurance notamment, donc ça vous pouvez le voir ici, qu'ils ont accumulé une grosse quantité de Hype, ça fait que monter, c'est une dinguerie. Donc ils accumulent du Hype, ils accumulent de l'USDC, ils accumulent même des jetons de l'écosystème Hype. Du côté de Jupiter, ils ont annoncé hier, lors d'une conférence, que 50% des revenus du protocole Jupiter va servir à buyback du jeton. Ils sont pas fous chez DYDX. Pour moi, c'est un sujet en interne. C'est un sujet qui doit aussi être poussé par la communauté. Il faut que DYDX propose une mécanique de buyback pour qu'il y ait de la pression acheteuse sur le DYDX et surtout que le circulating supply de DYDX se réduise pour que ça envoie des signaux qui soient plutôt boules. Donc voilà, moi j'espère voir du buyback sur DYDX, j'espère voir de l'intégration de nouvelles machines virtuelles sur DYDX avec des applications décentralisées grâce à Malachite. Et je vous ai parlé beaucoup de Malachite, mais ça sortira pas tout de suite. Mais pour des choses qui vont arriver plus vite, on peut s'intéresser notamment à Initia et Berachain. Alors Initia c'est quoi ? C'est un réseau multi-VM basé sur Cosmos. C'est-à-dire que, au lieu de dire aux gens
tu choisis de faire de l'EVM, ou tu choisis de faire de la MoveVM, ou tu choisis de faire du Cosmos, tu auras les 3. Voilà. Move, Solidity, Cosmosm. Et c'est basé sur Cosmos. Et ils proposent dans leur documentation ce qu'ils appellent la stack, la Minicia stack, un truc comme ça. Attendez, je vais... Openicia stack. Désolé, j'ai plus tous les noms par cœur. Hein, c'est tellement le bordel. Interwoven stack. Optimistic Rollup Module. Mais c'est... Ils ont un nouveau nom pour ça. Initia, OP stack. C'est OP Init stack. Voilà, merci. OP Init stack. Donc je pense qu'ils ont pris des morceaux d'OP stack d'Optimism. Ils ont rajouté des morceaux de Cosmos, plus leurs travaux. Et l'idée, c'est que tout le monde puisse se servir dessus pour lancer des blockchains multi-VM. Pour ce qui est des performances, par contre, de Initia, je n'ai aucun visu sur les performances. Je ne sais pas s'il faut des centaines de transactions par seconde ou des milliers, etc. L'info n'est pas publique. Et c'est la même problématique pour Berachain. Eux, Berachain, ils ont bossé sur ce qu'ils appellent le Polaris EVM, qui est une machine virtuelle Ethereum qui a été retravaillée pour proposer beaucoup plus de performances et surtout s'adapter au Cosmos SDK. Donc en fait, DYDX... Je pense que très prochainement, ils vont pouvoir se servir. Parce que, on l'a vu, t'as Malachite et le projet RETH. On a également... Pardon, je cherche le site... voilà. On a également Binance et Crypto.com qui font aussi de l'EVM. Donc peut-être qu'ils vont pouvoir se partager du savoir-faire. En sachant que Binance, ils font déjà de la parallèle EVM. J'imagine que la blockchain Chronos de Crypto.com aussi. Donc en résumé, il y a juste à se servir, quoi. C'est juste que c'est une question de priorité. Et pour moi, ils ont tout intérêt à valoriser le token DYDX et ils ont tout intérêt à s'intégrer à l'EVM, proposer de l'EVM, proposer peut-être de la MoveVM plus tard, pour ne pas se retrouver dans une position où ils sont juste un DEX perp, mais qui soit beaucoup plus, pour ajouter de l'utilité au token. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? J'espère que oui. Donc je vous laisse encore une fois un petit lien. Si vous voulez vous connecter à DYDX pour faire du trading ou simplement faire travailler vos USDC sur le Megavolt. Vous l'aurez compris, mon boulot, c'est de vous présenter la couche technique autour de DYDX pour que vous compreniez bien que ça va vite en crypto et que parfois les projecteurs sont sur un projet, mais ça peut revenir très vite sur un autre, mais il faut que l'autre il ait une vision et qu'il prenne des risques. Et je pense que DYDX a pris le risque de passer sur Cosmos. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'ils ont bien fait de se détacher de Starknet parce que Starknet ne va pas assez vite pour leurs besoins à eux. Et qu'au final, les travaux de Starknet sur Malachite vont leur profiter à terme. Donc ça leur a permis de pouvoir se décentraliser, proposer des nouvelles fonctionnalités comme le marché prédictif, proposer plus de marchés, etc. Mais il faut plus de choses, beaucoup plus de choses, à mon humble avis.